Bonjour à tout le monde, je m'appelle Enora Conan, je me présente, je suis éducatrice de santé, praticienne et formatrice en Ayurveda et je suis cofondatrice du groupe Facebook Aux origines de l'Ayurveda et également fondatrice de Ça te va bien, l'Ayurveda au quotidien. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'ouvrir le bal avec vous. Le bal des vidéos que l'on va poster donc tous les mois sur le groupe Aux origines de l'Ayurveda. Et notre concept du mois, c'est Ritucharya ou la routine saisonnière dont je vais vous parler. Alors avant de démarrer, je vous montre juste ma tasse ici et que je partage avec vous. Je vous donnerai en fin de vidéo la recette de ce breuvage qui m'est cher et qui va m'accompagner donc tout au long de cette vidéo. Parce qu'effectivement, il est important de boire tout au long de la journée en Ayurveda. Alors, aujourd'hui, nous parlons donc de Ritucharya. C'est ce que l'on appelle la routine saisonnière. Et mon approche, c'est d'être dans une discussion avec vous, même si je suis toute seule face à la caméra maintenant, c'est d'être quand même dans cette logique de discussion, de partir de ce que mes professeurs et mes recherches m'ont appris, de façon à vous aider à comprendre, enfin en tout cas à comprendre avec vous comment nous pouvons l'appliquer dans notre vie quotidienne. Donc mon objectif, c'est que à la fin de cette vidéo, vous puissiez donc comprendre pourquoi est-ce que notre corps fonctionne différemment d'une saison à l'autre, pourquoi nous sommes plus fragiles pendant les périodes d'intersaison, euh, que vous ayez aussi des clés de compréhension, des astuces pour vous adapter donc saison après saison. Et puis, même au-delà de ça, hein, on va comprendre que finalement, cette Ritucharya, ce savoir autour de Ritucharya, va nous permettre de nous adapter à cette période de changement climatique. Ce que j'ai ici, ça s'appelle un masala. En tout cas, moi, je l'appelle comme ça. C'est mon masala herbal tea. Je vais en reprendre un petit peu. Et puis, j'espère que vous allez rester avec moi jusqu'au bout pour l'exploration des saisons selon l'Ayurveda. Alors d'abord, comme la tradition le veut dans notre groupe, dans ce groupe aux origines de l'Ayurveda, je vais démarrer par la traduction du concept du mois qui est Ritucharya. Donc la traduction littérale, hein, on part des textes, on part de l'origine de l'Ayurveda, donc on part d'un mot en sanskrit et ensuite on l'explique pendant tout le mois. Donc la traduction, donc d'abord Ritu c'est une période de 2 mois. Donc, c'est souvent en Ayurveda qu'on va avoir des mots qui sont en fait la contraction de plusieurs mots et donc de plusieurs notions. Donc, Ritu, période de 2 mois, et Charya, qui signifie littéralement ne pas abandonner certaines règles ou suivre certaines habitudes alimentaires et activités physiques. À partir de là, j'ai fait des recherches et d'après Ashtanga Hridaya Sutram, donc vous savez qu'en Ayurveda, on a des textes classiques qui ont été finalement consignés et on a plusieurs textes de référence qui sont ces textes de référence qui sont donnés, en tout cas, ce qui est consigné, c'est ce qu'on appelle les acharyas, ont pu transmettre au fil des millénaires. Et donc ici, on parle du texte donc Ashtanga Hridaya Sutram. Alors, d'après ce texte, Ashtanga Hridaya Sutram, il se produit des changements particuliers dans l'environnement et chez l'humain à chaque ritu. Donc ritu, c'était période de 2 mois. Et par conséquent, certains aliments et certaines activités physiques sont particulièrement conseillés pour chaque ritu. C'est ce que l'on appelle Ritucharya. Donc, autrement dit, Ritucharya, c'est le régime alimentaire et le mode de vie qui vont être prescrits en fonction des saisons pour rester en bonne santé et pour prévenir des maladies. J'ai envie d'apporter aussi une autre notion que l'on trouve aussi dans Ashtanga Hridaya, c'est quoi qu'il y ait dans l'environnement, il y a aussi le corps humain. Ce qui signifie que le corps humain fait partie d'un environnement et que ce qu'il se passe dans l'environnement se passe également dans le corps humain. Par exemple, s'il y a du vent, l'élément air va être augmenté dans l'environnement et cet élément air
donc, qui est aussi présent dans le corps humain, va également être augmenté dans le corps humain. Donc, cela signifie que cet élément R sera à ce moment-là en situation de dominance et que nous aurons donc des symptômes qui correspondent à la dominance de cet élément. Par exemple, si on reste sur l'élément R est dans le dosha Vata, puisque Vata, c'est air plus éther. Et donc, on va trouver, avec quand il y a du vent, des symptômes qui sont signes d'une augmentation de Vata, comme la sécheresse, comme on dit souvent, vous savez, le vent rend fou. Bien oui, parce que effectivement, le vent augmentant l'élément Vata, le dosha Vata, eh bien, ce vent va augmenter Vata au niveau de l'esprit et donc va venir agiter les pensées, voire développer des symptômes de type anxiété, de type peur, etc. Et donc une certaine perte d'ancrage et de rationalité. Bon, ça c'était une parenthèse juste pour illustrer. Donc, si on en revient à notre Ritucharya, hein, l'idée c'est bien que nous évoluons dans un macrocosme. Nous sommes donc considérés, notre être est considéré comme un microcosme qui va évoluer dans un macrocosme, mais les changements qui s'opèrent au niveau du macrocosme seront aussi présents au niveau de notre microcosme. Alors, dans les textes, il est décrit deux grandes périodes. Donc, ces périodes, elles sont décrites par rapport au voyage que fait la Terre autour du Soleil. Excusez-moi, un petit peu de masala. Alors, donc ces deux grandes périodes, on les appelle dans les textes, elles sont décrites comme étant Adana Kala ou Uttarayana et Visagra Kala ou Dakshinayana. C'est en relation avec la position, en tout cas la direction par rapport au Soleil. Donc la première période, Adana Kala, cette première période, elle correspond à la phase d'ascension du Soleil vers le nord. D'après la science moderne, ce qu'on peut trouver comme correspondance, c'est le mouvement progressif de la Terre autour du Soleil, du solstice d'hiver, donc du 21 décembre, au solstice d'été, au 21 juin. À cette période-là de l'année, l'énergie du Soleil est à son apogée, donc c'est progressif, hein, bien sûr, mais est à son apogée, et l'humidité de la Terre, le fait que l'énergie du Soleil soit à son apogée, cette énergie va aspirer l'humidité de la Terre et elle va laisser finalement, à la fin de cette période, la Terre sera sèche. Le vent est également puissant à cette période-là et il imprègne les saisons de cette phase de l'année. Donc ça, c'est pour la première période, donc une période de 6 mois. Hein, si on parle de ce qui est écrit dans les textes, tu regardes ce que ça peut donner à notre époque moderne. A priori, ça correspondrait donc aux premiers 6 mois de l'année. Ensuite, on a donc la deuxième période qui fait suite à cela et qui correspond à une phase de descente du Soleil ou de mouvement du Soleil vers le sud. À cette période de l'année, le vent n'est pas très sec, la Lune est plus puissante que le Soleil et c'est une phase de repos pour la Terre. Alors voilà, on a donc deux grands moments. Un moment où la Terre, l'énergie du Soleil et le vent vont venir assécher la Terre. Donc, et une autre période où c'est plutôt l'influence de la Lune qui va être plus dominante, c'est-à-dire que l'énergie du soleil sera moins puissante et on va donc avoir une période plus de repos de la Terre. À l'intérieur de ces périodes, de ces deux périodes de 6 mois, je vais avoir, donc on a dit que de Ritucharya Ritu, c'était 2 mois. Donc à l'intérieur, je vais avoir 3 cycles de 2 mois. Donc 3 cycles de 2 mois dans la première période, 3 cycles de 2 mois dans la deuxième période, ce qui me donne en tout 6 saisons. Donc les textes font état de 6 saisons. Vous me direz, mais oui, mais nous, on en a 4. Alors, on va voir justement comment est-ce qu'on peut interpréter et comment est-ce qu'on peut transposer ce que l'on voit dans les textes à la réalité de notre pays, la France. Alors, pour chacune de ces 6 saisons, on va indiquer quels sont les doshas dominants.
ou quels sont les doshas qui sont en phase d'accumulation ou quels sont les doshas qui sont en phase neutre. Alors, je vais donc démarrer. Ce qui m'intéresse ici, c'est que vous puissiez comprendre qu'on a donc les caractéristiques en fait de ces 6 saisons, même si dans notre pays, nous n'avons pas 6 saisons, de façon à ce que vous puissiez, par vous-même, après, en observant, en ayant une certaine logique, que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce que, par exemple, en été, on va avoir telle caractéristique ou au printemps, telle autre caractéristique. Les saisons, donc on l'a compris hein, déjà à demi-mot, c'est-à-dire que cette énergie du soleil, elle va avoir donc une influence sur la nature, mais aussi sur notre corps. Et donc, on va regarder maintenant saison par saison, donc sur les 6, hein, on va regarder saison par saison, quelle est cette influence. Alors, la première saison qui est indiquée dans les textes, c'est la fin de l'hiver, donc Shishira. Vous m'excuserez d'avance pour l'accent quand je prononce en sanskrit. Donc, le premier, c'est la fin de l'hiver. À cette fin d'hiver, on aura un élément qui sera dominant, qui va être l'élément éther. L'action sur la détérioration de la force sera présente, mais sera moindre. Hein, c'est à ce moment-là que l'action sur la détérioration de notre puissance sera moindre. Donc, on parle ici hein, d'un concept qui s'appelle Bala. Donc, je ne vais pas développer le concept ici, mais Bala, c'est un terme qui définit notre force mentale et notre force physique. Vient ensuite la deuxième saison, qui est Vasanta, et qui est le printemps. Donc, le printemps, on aura à ce moment-là une sécheresse qui sera modérée. Hein. Précédemment, la saison l'hiver, on avait une sécheresse qui était d'une intensité assez faible. On a ici une sécheresse qui va être modérée. Et les éléments qui vont être dominants sont les éléments terre et les éléments air. La détérioration de la force, donc l'impact de cette saison sur notre bala, est modéré. Puis arrive l'été, donc la troisième saison. Là, je suis en Inde, hein, je suis dans ce qui est écrit dans les textes. Donc la troisième, c'est l'été. Donc on a qui s'appelle Grishma. Évidemment, là au niveau sécheresse, ce sera important. Les éléments qui vont être dominants, c'est l'élément feu et l'élément air. Et puis, l'impact sur le bala, donc sur la détérioration de la force, c'est fort. Parce qu'on arrive donc à la fin de cette période, vous voyez, cette période de 6 mois, cette première période qu'on appelait Adana Kala, on arrive à la fin de cette période pendant laquelle l'énergie du soleil et la puissance du vent ont enlever donc toute l'humidité de la nature. Si on va continuer, puis après on reviendra sur oui, après on va revenir sur ce que ça donne dans nos 4 saisons. Donc continuons. Période suivante, donc que nous ne connaissons pas dans nos climats, c'est la mousson, donc Varsha. Donc pour Varsha, alors là, vous voyez, on va changer de façon de parler, puisque pour Varsha, on va d'abord parler des éléments. On ne va pas parler de sécheresse, hein, puisque là, on n'est plus dans cette situation-là. Donc, puisqu'on est sur la deuxième période de l'année. Donc, on va avoir la terre et le feu comme éléments dominants. Le bala va être moins fort. Hein. On se rappelle qu'à la fin de la première période, donc c'était la saison qui terminait cette première période était l'été, eh bien on avait un bala qui avait été très impacté et donc était donc diminué par la saison. Donc là, dans la continuité, eh bien ce bala est moins fort. Ensuite arrive l'automne avec les éléments donc eau et feu. Le bala va être modéré. Et en début d'hiver, le bala sera très bon avec les éléments terre et eau qui vont être dominants.
Ça, c'est ce qui se passe, donc c'est ce qui est écrit dans les textes, bien sûr les textes qui ont été transmis depuis des millénaires sur la terre indienne. Donc, c'est pas exactement ce qui se passe chez nous. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer que vous voyez que, par exemple, si je reprends l'été, je vais avoir l'élément feu et l'élément air qui vont être dominants. Si je prends le printemps, c'est l'élément terre et l'élément air. Si je reprends donc la fin de l'hiver, c'était l'élément éther. Ensuite, donc il fait très sec hein, sur la fin de l'hiver. Ensuite, dans ce qui nous correspond, on aura à l'automne l'élément eau et l'élément feu. Et puis en début d'hiver, on aura l'élément terre et l'élément eau. Ok, donc ça, on a bien compris les éléments. Alors, nous, en France, on a donc 4 saisons. À d'autres endroits de la planète, ce sera encore différent. Donc, c'est par l'observation des éléments hein, qu'on va pouvoir définir ce qui se passe en fait. Et quel va être l'impact de ce qui se passe dans le climat sur notre corps. Si on regarde, si on reste sur uniquement cette logique de 2 temps, la première avec l'énergie du soleil qui va donc aspirer l'humidité et la deuxième, un moment de répit pour la nature, on va regarder comment ça se passe chez nous. En hiver, notre hiver à nous, c'est plutôt une saison qui est rude avec un vent qui va être sec. Le printemps, au cours de la saison du printemps, on voit ce qui se passe, c'est que la nature utilise toute l'humidité du sol pour grandir. Hein. Et d'ailleurs, c'est l'élément terre qui est dominant. Et à la fin de cette saison, on va avoir un sol qui va être plus sec. Arrive ensuite l'été. L'été, c'est chez nous, la phase de croissance des végétaux est plutôt achevée. Vous regardez, les moissons, par exemple, se passent en été. On va moissonner vers fin juin, début juillet, hein, je parle des blés en fonction. Donc, ça veut dire que, vous voyez, qu'est-ce qui se passe avec le blé? Le blé, on le sème, on va le semer en automne, fin novembre, début décembre. Petit à petit, le blé va rester d'abord juste grand comme ça, vert, grand comme ça, puis va connaître une période de croissance importante au moment du printemps, puis va sécher, et après, on va pouvoir le récolter. Donc, c'est exactement cette logique-là. Après arrive donc l'automne, et en automne, les végétaux se mettent en sommeil et commence cette phase de repos, c'est-à-dire que la terre se repose. On a une phase cette phase de sommeil-là et de repos. Donc ça, c'est ce qui se passe. On peut, voilà les liens qu'on peut faire. Donc, visiblement, c'est mon interprétation. Je vous donne aussi des clés pour que vous puissiez vous faire vous-même votre propre interprétation. C'est que chez nous, l'été, nous, on n'a pas de mousson. Et chez nous, l'été va être... on a quand même une période d'assèchement pendant l'été. Ensuite, à partir de là, on a commencé à comprendre, vous voyez, qu'on a, en fonction des éléments qui sont aggravés, je vais avoir des doshas qui sont aggravés. Vous en avez certainement déjà entendu parler, que le printemps est une saison kapha, que l'été est une saison pitta et que l'automne est une saison vata. Je ne reviens pas sur les doshas hein, dans cette vidéo puisque vous pourrez trouver des informations par ailleurs. Donc, je ne vais pas revenir sur les qualités des doshas, mais je peux juste m'arrêter un petit peu sur la logique, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire que l'été est une saison pitta, par exemple? Eh bien, ça veut dire qu'on va retrouver à cette saison-là des caractéristiques qui sont celles qu'on appelle donc les gunas, qui sont celles du dosha pitta. Et si je continue à dérouler, qui sont celles des éléments qui composent le dosha pitta, à savoir l'eau et le feu, d'accord, avec une dominante de feu quand on va être sur l'été. Voilà. Donc, on va donc revenir sur cette danse des doshas pendant l'année, puisqu'on a une logique permanente. Hein. En Ayurveda, c'est valable pour les saisons, c'est valable pour la journée et c'est valable aussi pour les phases de la vie. Donc, on a cette logique permanente qui est que un dosha va être... Il connaît un cycle où il est accumulé. Un cycle, ensuite, donc il est accumulé.
Après, il est aggravé et ensuite, on a une phase d'allègement. Voilà, c'est un cycle permanent et c'est ce qui se produit aussi pendant les saisons. Donc, regardons ce qui se passe pour le dosha Vata. Ou plutôt, prenons, on va faire cette façon linéaire. Je suis maintenant au printemps, puisque j'avais commencé par le printemps. Donc, au printemps, je vais avoir le dosha Kapha qui va être en phase d'aggravation, donc aggravation qui se dit prakopa. Je vais avoir le dosha Pitta qui va être, lui, en phase d'accumulation. Et je vais avoir le dosha Vata qui va être en phase d'allègement. Donc, ce que je fais, c'est que là, je vais parler directement des saisons telles qu'on les a dans notre pays, donc en France. Donc, je vais parler uniquement des 4 saisons. Après arrive l'été. Donc, j'avais le dosha Pitta qui était en accumulation au moment du printemps. Et bien là, vous voyez, l'accumulation, c'est comme si j'avais une courbe. Ça remonte. Maintenant, on passe en phase d'aggravation. Et le dosha Kapha, lui, il est en phase d'allègement, alors que le dosha Vata va être en phase d'aggravation pendant l'été, puisque la saison suivante, c'est l'automne. Dans nos pays, on considère que en automne, le dosha Vata est aggravé, donc que l'automne est une saison Vata. Le dosha Pitta va progressivement passer en phase d'allègement et je vais arriver ensuite en début d'hiver avec toujours le dosha Vata qui va être aggravé et c'est en début d'hiver que le dosha Kapha, lui, va commencer à s'accumuler. Voilà. On a donc, nous, un moment assez long, finalement, d'aggravation du dosha Vata, puisque c'est automne et début d'hiver. La routine saisonnière, donc, son objectif, c'est d'équilibrer ces changements. Vous voyez, ça fait beaucoup de changements tout au long de l'année. Et l'objectif, c'est d'équilibrer ces changements pour éviter l'aggravation des éléments, à la fois dans notre corps, mais aussi dans notre esprit. Il se trouve que la nature nous donne à ce moment-là des aliments qui vont permettre d'équilibrer. Je vous prends un exemple. En ce moment, on est au printemps, on a une phase d'aggravation du dosha Kapha et on va donc avoir des aliments qui vont être piquants et amers de façon à réduire l'excès de kapha dans notre corps. Au moment de l'automne, on est plutôt donc dans une phase avec le dosha Vata qui va être aggravé, donc on a besoin de légumes racines et c'est ce que nous donne la nature. Et en été, on va avoir des légumes avec de l'eau puisqu'il y a cet assèchement donc qui est créé sous l'influence du feu qui va faire que le corps a besoin d'être hydraté et la nature, c'est à ce moment-là que les fruits sont mûrs, c'est à ce moment-là qu'on a des concombres, c'est à ce moment-là qu'on a des courges d'été comme les courgettes qui ont beaucoup d'eau et donc qui nous permettent de nous hydrater par l'alimentation. On a des maladies que l'on va trouver qui vont être plus que l'on va trouver en fonction des saisons. Donc, je vais avoir des maladies de type kapha au printemps. Je vais avoir des maladies de type pitta en été et je vais avoir des maladies de type vata en automne. Par exemple, au printemps, donc qu'est-ce que c'est que les maladies de type kapha? Eh bien, les maladies de type kapha, ce sont des maladies qui vont avoir comme caractéristique de créer de l'obstruction, d'avoir des excès de mucus, d'avoir de la congestion. Donc, on va retrouver des allergies, des nez qui coulent, la congestion au niveau des sinus, la congestion au niveau des poumons, la congestion au niveau du système lymphatique. Et c'est d'ailleurs une saison à laquelle il est difficile de perdre du poids. Alors, ça va pas très bien avec ce qu'on se dit, ce qu'on voit dans les magazines qui disent perdez du poids pour préparer l'été, parce qu'en réalité, le corps à ce moment-là c'est pas un moment où le corps va perdre du poids. Vous regardez dans la nature ce qui se passe. On disait en début de vidéo que ce qui se passe dans la nature, eh bien, ça se passe aussi
dans notre corps, bon, bah, vous voyez que la nature, elle n'est pas tellement en phase de réduction au printemps. Voilà. Donc, notre corps, a priori, il n'est pas tellement en phase de réduction. En été, on aura des inflammations dans le corps, on va avoir une augmentation de l'eau sous l'effet de la chaleur. Donc, par exemple, vous avez des personnes qui font de l'œdème quand il fait trop chaud. Eh bien, ça, c'est lié à l'augmentation du dosha pitta. Et donc, c'est lié à ce qui se passe en été. Et on aura aussi plus peut-être au niveau des éruptions cutanées. Hein. On va retrouver des éruptions cutanées plus importantes aussi en été. Et puis en automne, on va être sur de la fatigue chronique, plus d'anxiété, des moments de déprime et de dépression. J'en viens maintenant à un point je reviens donc à ce qui est dit dans les textes, sur un autre élément important de cette notion de Ritucharya, qui est la jonction de saison. Alors, qu'est-ce que nous dit l'Ayurveda sur la jonction de saison? Vous allez voir que c'est assez important, c'est assez dense. Alors, d'après l'Ayurveda, les maladies trouvent leur origine et commencent à la jonction des saisons. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est que cette jonction des saisons? Eh bien, là maintenant on revient sur les textes. On n'est plus sur nos 4 saisons, on revient sur les 6 saisons des textes. Donc, on a 6 saisons. Dans chacune des saisons, on aura une première phase et une deuxième phase. Donc, on aura 2 parties. D'ailleurs, au passage, ça s'applique très bien chez nous également, parce que si vous regardez le printemps, vous avez vraiment 2 parties au printemps. Vous avez une partie où il fait encore plus frais, et puis une partie où il fait chaud, où on s'habille quasiment comme en été. Hein. Voilà, gardez ça en tête, ça illustre bien les 2 parties. C'est pareil pour les autres saisons. Donc, on aura donc ces 2 parties, et on a donc une jonction qu'on pourrait qualifier de intra-saison, ce qui nous fait donc 6 jonctions à l'intérieur des saisons. Donc là, d'un côté, je viens de trouver 6 jonctions. Donc 6 périodes, auxquelles les maladies peuvent trouver leur origine. Ensuite, je vais avoir 6 jonctions, bien sûr, vous avez déjà compris par vous-même, qui sont celles qui correspondent au passage d'une saison à une autre. Donc en tout, ça me fait 12 jonctions. A priori, d'après ce que j'ai pu voir comme information, il est considéré que cette période de jonction, donc de fragilité, on considère que c'est 7 jours avant la jonction et 7 jours après la jonction. Donc en gros, on a 14 jours. Donc ça fait beaucoup de périodes dans l'année pendant lesquelles on est fragilisé. Si on applique à la France, c'est mon interprétation, on pourrait parler de 8 jonctions, puisqu'on a 4 saisons. À l'intérieur de chacune des saisons, on aura 2 parties, plus les jonctions entre les saisons. Donc, on pourrait dire qu'on aurait 8 jonctions. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, pendant les jonctions, il est dit que le cycle des doshas dans le corps est le plus fragile à ce moment-là. Et finalement, ce qui nous intéresse en Ayurveda, c'est toujours de savoir comment faire pour garder les doshas en équilibre, c'est-à-dire garder les doshas dans leur état de fonctionnement sans qu'il y ait d'excès et sans qu'il y ait de déséquilibre. Et si on arrive à faire ça, eh bien, on limite l'arrivée des maladies et on a des personnes qui sont en bonne santé. Donc, l'Ayurveda, dans cette logique-là, prévoit donc des périodes qui vont être propices pour éliminer l'excès des doshas. Et c'est ces actions que l'on appelle Shodhana. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, ce qu'on cherche à faire, vous avez vu que les doshas, il y a une danse des doshas tout au long de la vie, tout au long de l'année, tout au long de la journée. Et bien sûr aussi en fonction de ce qu'on va vivre par ailleurs, des émotions, etc. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que cette dominance, elle ne soit pas excessive. C'est-à-dire que quand j'ai un dosha, par exemple, en ce moment, le printemps, le dosha kapha va être augmenté, il est aggravé même, il n'est pas augmenté, il est aggravé à cette saison. Donc, toute action qui va aussi aggraver le dosha kapha, comme les produits laitiers qui sont lourds, qui ont les mêmes qualités que kapha, qui sont lourds et froids. Si je prends le yaourt, c'est lourd, c'est froid, c'est acide. Tout ça, ça va venir augmenter kapha. Eh bien, toutes les actions, si j'ai une alimentation lourde aussi, toutes ces actions
elles vont tout simplement venir augmenter encore plus le dosha kapha et donc créer encore plus de problèmes de kapha. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut l'inverse. Donc l'Ayurveda prévoit pour éviter, vous voyez, que le dosha soit trop élevé et que des maladies qui débordent, et ensuite, si on va sur le chemin de la maladie, qui sort de son siège et puis qu'il aille se localiser, qu'il crée la maladie, eh bien, pour éviter ça, on a donc des actions qui, comme Shodhana, qui permettent de réduire la dominance, enfin d'éliminer l'excès des doshas. Ça ne se fait pas à n'importe quel moment de l'année. C'est-à-dire que Shodhana ne se pratique pas à n'importe quel moment de l'année. D'après mes recherches, on aurait un intervalle donc, plus propice pour éliminer le dosha vata entre le 20 octobre et le 20 novembre. Et pourquoi entre le 20 octobre et le 20 novembre? Parce que c'est une phase où ce dosha va donc être aggravé et en même temps, on va éviter de le faire avant qu'il fasse trop froid, puisqu'on ne fait pas Shodhana quand il fait trop froid, ni quand il fait trop chaud d'ailleurs. À l'automne, à cette période-là, on va aussi recommander d'éliminer Pitta et Kapha. Donc Kapha qui va être, même si on n'est pas dans une saison Kapha, le dosha Kapha va quand même être aggravé à cette période précise parce qu'il y a beaucoup de pluie. Hein. Le mois de novembre, c'est un mois qui est pluvieux et donc naturellement, il y a de l'humidité. Donc le dosha Kapha est aggravé, ainsi que le dosha Pitta. Le dosha Pitta est aussi aggravé suite à l'été. Donc, c'est finalement le mois de novembre, un moment clé, et c'est un moment où les 3 doshas vont être aggravés. Je fais une petite pause. Donc, c'est un moment où les 3 doshas vont être aggravés, et c'est un moment donc où on peut procéder à des étapes de Shodhana. Bien sûr, ce sont des choses qui se font encadrer par un professionnel de l'Ayurveda. Maintenant, une autre période pour éliminer cette fois l'excès de kapha, mais aussi l'excès de pitta. Donc, l'excès de kapha, on le comprend, je parle du 21 mars au 21 avril, hein, puisque kapha est aggravé. Et l'excès de pitta aussi parce que suite à la sortie de l'hiver, on assiste à une liquéfaction des feux digestifs et donc d'agni, donc du feu. Et donc, c'est un bon moment aussi pour éliminer l'excès de pitta. Avant que, vous voyez, Pitta ne s'aggrave, puisqu'après, on va rentrer dans le printemps. Le printemps, on a une accumulation de Pitta, puis après, aggravation. Donc, dans la mesure où on a cette connaissance qu'à la sortie de l'hiver, les agnis sont, il y a une liquéfaction pardon, des agnis, eh bien, on peut aussi le faire à ce moment-là. Alors, ça sera fait, c'est pas en systématique, ça sera fait si on a des symptômes. Bien sûr, donc il faut encore une fois être encadré et pour voir qu'est-il bon de faire en fait hein, sur cette période 21 mars au 21 avril. Quel type de Shodhana doit-on faire? Est-ce que c'est uniquement kapha? Est-ce qu'il faudra aussi réduire le dosha pitta? Ça, c'est des choses que vous pourrez voir avec votre praticien. Et puis le reste du temps, donc on va contrôler les doshas donc grâce à Ritucharya. Par exemple, on va avoir un régime, une activité physique, donc Ritucharya. On revient sur la compréhension de ce que c'est. C'est le fait d'avoir des actions adaptées et un régime alimentaire adapté à la saison. Donc une activité physique adaptée et un choix d'aliments, un choix dans les modes de cuisson qui est aussi adapté à la saison. Alors, on va maintenant voir les recommandations saison par saison. Donc en hiver, donc plutôt pour nous à la fin de l'hiver, on va avoir le feu digestif qui va augmenter, vous devez le sentir, et donc vous pouvez manger des aliments avec des saveurs à dominante donc acides, salées, lourdes. Pardon, pour les saveurs, c'est acide salé et de consistance lourde, de la nourriture onctueuse qui va donc à la fois vous permettre de lutter contre le froid et en même temps qui va donc apporter la stabilité dont on a besoin puisqu'on a on a quand même un vent froid pendant cette période de l'année. Au niveau de ce qu'on va recommander, on va recommander des massages à l'huile à ce moment-là pour éviter la sécheresse de la peau. Et on va éviter donc ce qui est trop amer, ce qui va être trop astringent. On va éviter aussi de boire froid et de manger froid. On va, comme d'habitude, éviter aussi de dormir pendant la nuit.
pendant la journée, pardon, de faire des siestes. Ensuite, on va passer maintenant au printemps, donc la saison qui arrive. Le printemps, on va assister à une réduction. Le feu digestif va être moins fort. Effectivement, on a le dosha kapha qui va être très dominant. Donc, un feu digestif qui va être moins fort, donc qui va être manda, hein, on le qualifiera comme ça avec les termes ayurvédiques. Les doshas, donc, qui vont être liquéfiés, on en a parlé juste avant. Au niveau de la nourriture, on va être cette fois sur de la nourriture plutôt amère. Donc, au niveau des saveurs, on va retrouver les saveurs amères, les saveurs piquantes et les saveurs astringentes, hein. Ce sont donc ces saveurs qui sont des saveurs qui vont purifier l'organisme. Et donc, on est sur une alimentation plutôt de type détox à cette saison du printemps. On va pratiquer donc des massages, mais plutôt à la poudre. On va aussi éviter, bien sûr, ce qui est doux, la saveur douce, donc la saveur acide et la saveur salée, et la nourriture huileuse. Donc, vous voyez la transition en fait, hein. En fin d'hiver, en hiver, on était à la deuxième partie de l'hiver, on préconisait ces éléments-là. Et puis bah là, non. Donc, quand on arrive au printemps, non. D'où l'importance d'être en capacité de lire ce qui se passe, de lire ce qui se passe dans votre corps, d'être toujours à l'écoute de votre feu digestif, puisque votre feu digestif vous donne des indications. Ensuite, on va passer maintenant à l'été. Donc, en été, on a bien sûr la chaleur qui va augmenter. On a une réduction de la force, hein. Donc, chez nous, ce qui est difficile chez nous, dans nos pays, c'est que l'été, c'est un grand moment de joie parce que on sort d'une période plus difficile. On adore l'été, on adore sortir, on adore voir des gens et soyez vigilants parce que c'est aussi une période où on va s'épuiser et si on est trop épuisé pendant l'été, si on brûle toutes nos réserves pendant l'été, eh bien quand on va arriver au printemps, eh bien ça va être à l'automne, eh bien ça va être plus difficile. Donc au niveau de l'été, on va plutôt choisir des aliments qui vont être doux, qui vont être rafraîchissants, qui vont être liquides, qui vont être onctueux. On va choisir aussi d'avoir des boissons qui vont être onctueuses. On va prendre du ghee, on va pouvoir boire du lait, le riz aussi. Et puis, on va essayer d'utiliser l'alcool, mais en petite quantité. C'est vrai que c'est pas tellement la tendance dans notre culture, hein. On boit peut-être plus d'alcool l'été parce que c'est plus festif, mais l'alcool va augmenter, hein, l'acidité de manière générale et donc augmenter en réalité le dosha pitta. On va rester donc pendant l'été, il faudra penser à se rafraîchir. Et puis pendant l'été, on va devoir essayer d'avoir une activité physique qui soit pas trop intense. On va éviter la nourriture salée, la nourriture acide. On va éviter les fruits acides également. Et puis ensuite, on arrive à l'automne. Donc, pendant l'automne, on va avoir une période donc vata, de dominance de vata. Donc, on va être sur de la nourriture qui va être chaude, qui va être onctueuse. On va éviter les crudités. On va éviter tout ce qui est froid, hein. Donc, on va rester, vous voyez, la soupe de l'automne, c'est très bien. Et on va être à l'écoute de notre feu digestif. Et ce que l'on va faire, c'est que on va apporter des épices qui vont aider à digérer. D'ailleurs, au printemps aussi, hein, on avait la saveur piquante. Et bien, à l'automne, on va chauffer en fait, hein. À l'automne, c'est une période de froid, donc on va chauffer avec les épices. Je vous donne ça, c'est des grandes lignes. Après, il y a plein d'endroits où vous pouvez aller voir dans le détail. Il y a des programmes détox. Donc, juste faites attention à ce que ce soit bien personnalisé parce que, bien, si en fonction des doshas aggravés, on fera pas la même chose. Moi, je vous donne des grandes lignes pour que vous compreniez et ensuite, vous pouvez très bien avoir un vata aggravé au printemps, hein. Si vous avez vraiment une aggravation de vata au printemps, on ne va pas vous conseiller la même chose que si vous avez une aggravation de pitta ou que si vos doshas sont en équilibre. Donc on est toujours sur une approche personnalisée. Moi, en conclusion, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à cet enseignement et ce que nous apprend l'Ayurveda avec ce concept Ritucharya, eh bien, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que retenez qu'on est très fragile
quand il y a un changement de saison, parce qu'en fait, c'est une période d'instabilité et c'est aussi une période où le dosha vata va être augmenté et va donc créer, va être à l'origine donc de maladies qui peuvent se créer. Donc ça, c'est cette notion-là qu'il faut retenir, cette notion d'instabilité. Observez-la en vous parce que vous le savez, quand, un jour il fait, 20 degrés et que le lendemain il fait 4 degrés, eh bien notre corps, doit faire face à cette irrégularité de la température et donc on a une période ici d'instabilité, hein. Donc tant qu'on n'est pas installé dans la saison ou qu'on est, comme ça entre deux moments de la saison, eh bien on est fragile et par rapport au changement climatique, observer également. C'est-à-dire qu'on dit: «Il y a plus de saison» et c'est vrai que des fois on se repère plus trop dans les saisons, ce qui d'ailleurs nous dérange beaucoup. Donc oui, ce qui se passe, c'est qu'on a cette instabilité qui est plus présente et qui va donc nous fragiliser davantage. Donc de vous-même, vous êtes capable de vous rendre compte des choses. C'est-à-dire que, si en plein mois d'août, on l'a eu je crois l'année dernière, vous vous mettez on se met à avoir 18 degrés alors que bon quand même pour la mois d'août, on a rarement ces températures-là ou 15 degrés. On a quelque chose qui se passe là qui est instable et qui va mettre donc l'organisme dans un état de fragilité puisque ces doshas vont être perturbés dans leur cycle. Donc c'est ce qu'il faut retenir comme idée, l'idée forte, c'est celle-là, c'est qu'on doit observer ce qui se passe à l'extérieur pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur et s'adapter grâce au principe de Ritucharya. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Ce que j'ai essayé de faire, c'était une vidéo où on était comme si on était en train de discuter. C'est juste mon interprétation. Voilà, c'est comme si je discutais avec vous et que j'ai changé mon point de vue. Il y a certainement d'autres points de vue et si vous avez des questions, si vous avez envie de préciser des choses, si vous pensez que je me suis trompée sur certaines choses, eh bien écoutez, mettez-le en commentaire de cette vidéo. Et puis comme promis, je vous donne la recette donc de mon masala herbal tea. Donc cette recette, c'est une proportion d'anis étoilé, une proportion de cannelle, une proportion de clou de girofle et une demi-part, en fait, c'est pas des proportions, je suis un peu fatiguée là, une demi-part, donc pardon, une part de clou de girofle, une part de cannelle, une part d'anis étoilé et une demi-part de cardamome. Alors après, comme vous voulez. Moi, je mets une cuillère pour à peu près, de 75 centilitres d'eau, donc je réduis tout ça en poudre et puis c'est ce que je bois au quotidien. Je vous souhaite vraiment le meilleur avec l'Ayurveda. J'espère que vous allez pouvoir profiter de tout ce savoir pour améliorer les choses dans votre quotidien. Et puis bah, je vous dis à très bientôt sur le groupe ou ailleurs. Namasté.